Madame, Messieurs, merci d'être avec nous dans le cadre de cette émission Un homme, un concept, comme on l'a toujours dit. Dans le cadre de ce magazine, nous essayons de passer, d'aller au-delà du sensationnel et d'analyser froidement, calmement la situation, surtout de l'heure ici en République démocratique du Congo, plus précisément sur le plan politique. Certains disent qu'on est en pleine impasse politique ici au pays. Comment sortir de cette impasse? Par l'organisation des élections. Mais quelles élections? Avec quel électorat? Dans quelles conditions? Nous passons cela en revue dans le cadre de cette émission. Et pour se faire retrouver sur ce plateau, retrouver avec moi sur ce plateau, Adam Chaloé, bonsoir et bienvenue. Merci. Vous êtes coordonnateur de la jeunesse de la majorité présidentielle. Oui. Très rapidement, en quoi consiste le travail d'un cordon de la jeunesse de la majorité? Comme vous le savez, la majorité présidentielle, ce n'est pas un parti politique, c'est un regroupement de partis politiques. Par souci d'harmonie et de cohésion, il a plu au secrétariat général de mettre une coordination chargée du suivi des questions de la jeunesse au secrétariat général pour harmoniser avec le président des ligues de jeunes de partis membres et alliés de la majorité présidentielle. Nous échangeons, nous évaluons toutes les questions liées à la jeunesse et nous formulons des propositions au secrétariat général qui, à son tour, soumet au bureau politique et à l'autorité morale de notre famille politique. Une façon pour la majorité de préparer également la relève, hein? Oui, bien sûr, le chef de l'État n'a cesse de le répéter, il prône le renouvellement de la classe politique. Et vous le savez très bien, le renouvellement de la classe politique, ce n'est pas par les ordonnances, encore moins par les arrêtés ou décisions, ça sera par les élections. Et il est important que nous comprenions en tant que jeunes la vision de notre leader, de notre visionnaire. Est-ce que vous n'êtes pas de fois agacé de voir que ce sont les mêmes têtes, les mêmes personnes, les mêmes vieux, entre guillemets, qui, quand il faut assumer des postes de responsabilité, ce sont les mêmes qui reviennent? Est-ce qu'on n'utilise pas aussi cette jeunesse juste par ces vieux-là, juste pour atteindre leurs objectifs? Madame Mondia, vous devez savoir que la politique, c'est un parcours initiatique, hein. Il y a des étapes à franchir, il y a des escaliers à monter. Et nous sommes de cette école pensant qu'il faut gravir les échelons, il faut apprendre, il faut être mature, il faut mériter, il faut mûrir, pas de cadeau. Il faut mûrir et puis assumer des responsabilités au moment opportun. Ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui ont gravi des échelons. Et nous sommes en train aussi, en tant que jeunes, d'apprendre, de nous enrichir, de nous améliorer. Il faut combien de temps comme ça? Il faut combien de temps comme ça? Vous êtes assez rodé quand même. Tout à l'heure, avant le démarrage de cette émission, on parlait quand même d'Emmanuel Macron qui fait rêver pas mal de jeunes, pas seulement en France, mais également ici. On se dit, mais c'est possible de voir aussi des jeunes occuper des postes de responsabilité. Il faudrait combien de temps? Il faudrait avoir quel âge pour essayer d'atteindre ces postes de responsabilité ici en RDC? Madame, une petite précision, Macron ne me fait pas rêver, il sera peut-être président de la République. Peut-être pas vous, mais je beaucoup de jeunes. Oui. Il sera peut-être président de la République à l'âge de 39 ans. Notre leader, autorité morale de notre famille politique, initiateur du PPRD, était président à l'âge de 29 ans. Pas par élection, hein, à 29 ans. Il était président à l'âge de 29 ans. Il fallait voir le pays, à quel niveau s'est située l'économie, sa place dans le monde. Et aujourd'hui, où se situe, le président de la République fait rêver énormément de jeunes. Donc, pas besoin. Donc, pour vous, le président de la République a fait rêver bien avant certaines personnes. C'est lui qui nous a fait rêver, c'est notre leader. Merci. Alors, hormis le fait d'être coordonnateur de la jeunesse, vous êtes également, alors je disais, vous êtes tout en partie, surtout vers l'intérieur du pays, dans le cadre de la centrale électorale, de la MP. En quoi consiste ce travail que vous êtes en train de faire dans les différentes provinces? Une petite précision, la centrale, le centre de coordination des élections de la majorité présidentielle est dirigé par le professeur Omolela. En tant que jeune, comme le chef de l'État l'a prôné, le secrétaire général a compris, les renouvellements de la classe politique, je l'ai dit tantôt, c'est pas par les ordonnances, c'est par les élections. Qui dit par les élections, le jeune, nous devons déjà participer à ces processus, c'est-à-dire à la conception du programme, à la conception de stratégie, à notre déploiement du terrain. C'est pourquoi nous sommes sur terrain, et nous préparons comment gagner les élections. On a fait déjà plusieurs provinces, à la lumière de ce que nous avons vu sur terrain, il est certain que nous allons gagner. Mais là, notre préoccupation, c'est de gagner avec un grand score.
Et gagner dans des bonnes conditions. Surtout ça, parce que les dernières élections qui se sont déroulées au pays se sont avérées catastrophiques. On a pu utiliser tous les qualificatifs possibles, négatifs d'ailleurs, pour qualifier les élections ici au pays. Il ne suffit pas de gagner, mais il faut gagner de la bonne manière. Vous savez, c'était de deuxièmes élections, maintenant ça sera les troisièmes élections, nous allons le gagner. C'est pas nous, majorité présidentielle, qui organisons les élections, c'est une structure indépendante qu'on appelle Commission électorale nationale indépendante. Ça n'a rien à voir avec la majorité présidentielle. Notre vœu, c'est que cette structure organise les élections dans les bonnes conditions, bien sûr avec l'appui du gouvernement. C'est voilà pourquoi on a voulu qu'il y ait un gouvernement de large union nationale avec mission spécifique, l'organisation d'élections crédibles et apaisées, transparentes dans notre pays. On a voulu que tout le monde soit impliqué, opposition, majorité, société civile. C'est pour qu'il y ait des élections qui sera, le résultat sera acceptable par tous. Mais l'inclusivité tarde quand même à venir. On va parler de cette Madame, l'inclusivité, il ne faut pas ouais, aussi, quand vous dites tout le monde de large union. Nous ne devons pas confondre entre l'inclusivité et l'unanimité. C'est deux choses différentes. Le souci, c'est qu'il y ait un peu, qu'il y ait tout le monde, cette inclusivité. Mais écoutez, on ne va pas obliger aux extrémistes ou aux anarchistes de venir participer à la gestion de la Mais pourquoi changer tout le temps de gouvernement? Là, je parle parce que c'est souvent la majorité. Il y avait Sami Madi-Banga qui avait la même mission. Si on n'avait pas besoin de cette unanimité, on aurait pu le laisser continuer pour organiser des élections. Madame, à l'Union africaine, on a signé un accord. Et dans cet accord, prévoyait l'ouverture, bien sûr, de cet accord qui a abouti à l'accord de Saint-Sylvestre. Cet accord a voulu que la primature soit donnée au rassemblement. C'est ainsi que le chef de l'État a nommé M. Bruno Tshibala, cadre du rassemblement. C'est vraiment dans le souci d'obtenir plus d'inclusivité. Mais il ne faut pas qu'on on a vraiment du mal à atteindre cette large inclusivité. Mais je crois qu'on a atteint l'inclusivité, c'est seulement les anarchistes, les extrémistes qui ne voudront jamais gérer. Il y a des partis anti-système, madame. Il y a des partis qui n'ont pas vocation à gérer. Il y a des forums des parts et d'autres, certaines qui ne veulent pas lâcher, d'autres qui veulent... Il y a des formations politiques, madame, qui n'ont pas vocation à gouverner, qui ont peur de gouverner, qu'on appelle des partis anti-système. C'est-à-dire qu'ils ont peur de gouverner, de peur d'entacher leur popularité. Ils préfèrent rester des contestateurs, des régneurs de l'autre banc. Ils ont peur de gérer. Parce que gérer, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a d'autres qui veulent demeurer, gérer par défi envers et contre tous avec et sans élection. Il y en a aussi des partis comme ça qui veulent gérer par défi. En ce qui concerne mon parti politique ou ma famille politique, nous nous préparons aux élections et à les gagner. Bien sûr, nous allons les gagner, mais avec un grand score. C'est ça notre préoccupation. C'est pour ces gouvernements, c'est pour quelques mois. Et puis, nous attendons, jeunes, attendons les élections pour avoir une nouvelle légitimité de la population conformément à l'article 5 de notre Constitution. Notamment quand, en parlant de la légitimité, quand certains, comme les prêtres, disent que tout le monde, toutes les institutions, surtout un mandat électif, sont devenues illégitimes. On en a besoin illégal. Donc, tous n'acquièrent maintenant leur légitimité que par l'accord de la Saint-Sylvestre, à condition que celui-ci soit mis en application de manière assez intégrale. C'est aussi ça la complexité même de la question politique ici en RDC. Madame, vous savez, vous avez dit le prêtre. Ils ont dit, vous savez, la politique, la constitution, tout ça, c'est fait pour aussi des spécialistes. Comme moi, vous me demandez de comprendre, d'entrer en profondeur de la Bible, je ne saurais pas. Chacun a son métier. Certainement, ce sont des choses qu'eux ne maîtrisent pas très bien. Ils maîtrisent peut-être la Bible, mais ça, c'est autre chose. C'est le gouvernement issu de l'accord de Saint-Sylvestre sera un gouvernement légitime. Ceux-là qui gèrent sont légitimes du moment où nous nous préparons à aller aux élections pour que ces derniers soient remplacés par des élus légitimes. C'est conformément aux élections. Vous savez, quand le président de la République, Joseph Kabila Kabange, à 29 ans, quand il a pris le pouvoir, il a
notamment voulu normaliser la vie politique. Il a voulu mettre fin à la prise de pouvoir par des arrangements, par des conciliabules. Vraie légitimité, ça l'a rattrapé après, hein? Non, non. La vraie légitimité, c'est le peuple. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour un court moment. Nous nous préparons à aller aux élections pour enfin avoir une nouvelle légitimité pour un nouveau mandat avec un nouveau programme. Vous avez parlé de quelques mois. Vous êtes tellement sûr et certain qu'on peut avoir les élections d'ici la fin de l'année 2017? Bien sûr, nous sommes prêts, la majorité présidentielle, nous sommes prêts à aller aux élections, nous sommes prêts à aligner des candidats à tous les niveaux, de la base au sommet, nous sommes prêts. Comme vous le savez, ce n'est pas nous qui organisons les élections. Nous sommes prêts. Nous sommes en train de réactualiser notre programme, notre fichier de nos militants, de nos électeurs potentiels, pour qu'au moment venu, quand la CENI arbitre, organisateur des élections, sifflera, et nous serons prêts à aller à gagner et de la bonne manière. Vous êtes partenaire de la CENI. Vous arrivez à échanger avec la CENI par rapport à l'organisation de ces scrutins, et quand vous échangez avec lui, il vous rassure. Est-ce qu'elle vous rassure en vous disant que c'est possible qu'on ait des élections d'ici 2017 conformément à l'accord de la Saint-Céphès? Petite précision, là, il y a un cadre de concertation au niveau de la CENI entre le parti politique, la position de l'opposition et de la majorité. Donc, dans ces cadres-là, confiant, républicain, je fais confiance à la structure constitutionnelle habilitée à organiser les élections. Chacun doit faire son travail. Nous, en tant que politique, nous faisons notre travail de politique à nous apprêter, à nous confronter, à affronter devant la population. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être mettre la pression à cette CENI pour qu'elle publie, par exemple, le calendrier électoral? Parce qu'elle se dit tellement indépendante qu'elle ne doit pas subir des injonctions de la part des politiques, et qui en même temps, elle dit oui, je ne peux pas publier, il faut que les politiques se mettent d'accord. C'est un peu du quiproquo au niveau de la CENI. Je pense que vous n'avez pas peut-être bien suivi la dernière communication de la CENI que j'ai eu aussi à suivre à travers le média. La CENI attend mettre fin au processus d'enrôlement. La première phase a pris fin. Ils ont entamé la deuxième phase et à l'issue de ça, ils auront tout le moyen, ils auront le fichier, le corps électoral. Ils vont soumettre à l'Assemblée nationale pour la répartition de sièges. Moi, je pense qu'en responsable, cette fois-ci, la CENI doit disposer de tous ces instruments avant de publier un calendrier. Ce sera un calendrier réaliste. Publier un calendrier... En ayant toujours une idée sur l'accord, hein, ce que dit l'accord, c'est toujours important. Madame, publier un calendrier sans avoir le fichier électoral complet, sans avoir la loi de répartition des sièges, sans avoir le moyen pour organiser le scrutin, c'est irresponsable. Ça devait faire partie du calendrier, en principe. En principe, ça devait faire partie du calendrier. Qu'est-ce qu'il devait faire? La révision du fichier, le truc, ça devait être dans un calendrier. Le calendrier au sens strict de politicien, des politiques, c'est les jours du scrutin qui intéressent les politiques. C'est le jour du dépôt des candidatures. Il ne faut pas qu'elle fasse le jeu des politiques, justement. Voilà, c'est un organe technique, elle est censée présenter les choses de manière moi je pense, je disais tantôt, sa communication, la CENI voudrait avoir tous ces outils, ces instruments avant de publier le jour de dépôt des candidatures, avant de publier le jour du scrutin. C'est important. Le faire avant, c'est comme si, madame, vous voulez faire vos courses et vous ne disposez pas encore d'argent, vous dites que vous allez acheter le poulet, vous allez acheter le fait de manioc sans avoir... Il faut faire votre programme en fonction de ce que vous disposez. Je trouve que c'est l'attitude de la Commission électorale nationale indépendante, ça n'engage que moi, est responsable. Responsable quand le président de la CENI arrive à émettre l'hypothèse de genre on peut faire des élections sans le Kasaï. On parle là du Kasaï et du Kasaï central. Madame, je veux vous rassurer que c'est des hypothèses. Des hypothèses.
bientôt... Ça ne pouvait même pas monter à la tête de président de la CENI, ne fût-ce que de réfléchir, de penser, ne fût-ce qu'à ça quand même. Voilà, il réfléchit en technicien, il ne réfléchit pas en politique. En technicien, c'est qui s'est dit qu'il a 26 provinces. Avec 24 provinces ou 25, on peut toujours organiser ces élections. Ça, c'est en technicien. Et je pense que le gouvernement qui a pour mission de mobiliser le moyen pour organiser les élections et de sécuriser le processus prendra des dispositions utiles en temps voulu. En temps voulu, est-ce que ça risque pas d'avoir, c'est que d'aucuns redoutent quand même, une sorte d'incidence sur le cadre? Pas le calendrier, en tout cas le calendrier, s'agissant de la révision du fichier électoral, ce qui peut nous amener probablement à ce qu'on puisse encore repousser la tenue de scrutin au-delà de décembre 2017. Repousser ou pas, madame, le plus important, d'ailleurs pour la population, je viens de l'arrière-pays, ce qui préoccupe, c'est des élections crédibles, transparentes, où les gens vont réellement voter en toute indépendance. Peu importe le timing, peu importe le temps que ça prendra à les organiser. Non, j'ai pas dit ça, c'est pas nous qui organisons, nous sommes prêts, majorité présidentielle. Ça nous arrange d'ailleurs, on en a assez de travailler avec, d'avoir un Premier ministre d'être illégitime, d'être dans l'illégitimité. Ça ne nous arrange pas d'avoir un Premier ministre qui n'est pas de la majorité, alors que c'est nous qui avons la majorité parlementaire, ça ne nous arrange pas. Une majorité qui est devenue illégitime, illégale, c'est bon. Non, et grisement vous dites selon les ignorants. À ma connaissance, l'Assemblée est toujours légitime du moment où il n'y a pas encore eu d'autres élections, ou du moment où il n'a pas été démontré noir sur blanc que le gouvernement intentionnellement n'a pas voulu organiser ces scrutins-là. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un gouvernement légitime. Certains n'ont fait que de montrer cela, que le gouvernement l'a fait sciemment, parce qu'il y avait 250 millions qui étaient réservés, qui étaient censés être versés, mais être mis de côté pour l'organisation des élections. On ne l'a jamais fait. Madame, là vous parlez... C'était de la mauvaise foi quand même, c'était fait intentionnellement. Madame, là vous parlez de prévision. Vous savez, un budget c'est quoi? On prévoit des recettes. C'est une prévision des recettes sur base de ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on a gagné l'année écoulée. Ce n'était que de prévision. Et nous avons connu une crise qui ne nous a pas permis, qui n'a pas permis le gouvernement de mobiliser en temps voulu le moyen pour permettre à la CENI d'organiser les élections. Il ne faut pas oublier que les élections dans sa globalité coûtaient, avoisinaient environ 1 milliard de dollars. Ça c'est pour tous les processus, hein, jusqu'à la tenue des municipales, pas en une séquence, en plusieurs séquences. Mais non, bien sûr, ce sont des élections d'ailleurs. Pour moi, vous savez quand on sillonne le pays, l'arrière-pays, on se rend de plus en plus compte que les élections plus importantes pour notre population, ce sont les élections locales. Parce qu'au fait, ce sont les élus locaux qui sont au quotidien de la population. Ce sont les élus locaux qui gèrent les questions de salubrité, des questions de parking, des questions de... C'est les élus locaux. Et ce qui fait que après une dizaine d'années, sans ces élections-là, on a l'impression de surcharger l'exécutif ou le gouvernement central, alors que c'était des questions qui devaient être réglées au niveau local. C'est pourquoi j'ai dit que, à mon humble avis, en sillonnant le pays, les élections le socle de la fondation même de la démocratie sont les élections locales. Qu'à cela ne tienne, il y a eu un accord, nous sommes engagés à respecter cet accord. Il y a éventuellement la Constitution, mais madame, nous sommes prêts à aller aux élections. Ouais, c'est ça le sujet, c'est les élections. Les élections, mais quelles élections? Et les élections, oui. Madame, ce n'est pas un slogan, parce que pour certains, c'est un slogan. Des gens qui réclament des élections depuis, je sais pas,
Washington ou depuis la Depuis capitale. 5 ans qu'ils réclament des élections et vous n'arrivez pas. On n'a pas besoin de réclamer les élections. Ben oui, avec vous, parce qu'il n'y en a pas eu avec la majorité, avec la majorité qui a eu à diriger pendant 5 ans. On a eu besoin de rappeler parce que certains se disaient c'est sûr, cette majorité ne va pas organiser les élections en 2016 et je crois que les faits leur ont donné raison. C'est pas la majorité qui organise, encore une fois, les élections. Vous venez de dire que la majorité, ce gouvernement de la majorité n'a pas réussi à mobiliser. Pas par du chef de la volonté du gouvernement. Sinon, ça serait une autre trahison ou un acte de détournement. Mais pourtant, on a eu des institutions qui ont connu des dépassements budgétaires de plus de 100%, de plus de 120%. Il y a eu ces institutions, on ne peut pas les citer. Il y a eu la primature, la présidence. Il y a eu autant d'institutions qui ont connu de dépassements budgétaires. Madame, là n'est pas la question. La question, c'est il fallait mobiliser le moyen pour la CENI. 1 milliard. On mobilise pour certaines institutions et on n'arrive pas à le faire pour la CENI. Vous savez, madame, c'est facile de dire qu'il y a un dépassement de 50%, de 60%. 120%. Mais il faut dire, ou de 120%, mais il faut dire c'est combien ce budget qui a été dépassé. C'est effectivement combien. Si c'est un 50 millions, au lieu de 50 millions, on a dépensé 100 millions, alors qu'il fallait mobiliser 1 milliard. Donc ça signifie que même si on épargnait les 50 millions de dépassement, avec ça, on n'allait toujours pas organiser... Non, vaut mieux faire ce dépassement que mettre le 50 millions à côté, c'est ce que vous voulez nous dire. On a connu la guerre du M23, on a connu des crises multiformes qui a nécessité un déploiement du gouvernement, de l'institution président de la République, notamment par des missions à travers le pays, à l'étranger. Ça coûte de l'argent. Tout ça, ça ne se prévoit pas. C'est ce qu'on appelle le dépassement. Dépassement, on parle tout à l'heure de dépassement. Il y a maintenant cette histoire de lobbying où on voit la majorité nous dire dépenser près de 4,5 millions en lobbying. Là, c'est normal. Le pays, avec ce qu'il vit, peut se permettre ces genres de dépenses. Madame, vous savez, l'image d'un pays ne se calcule pas comme ça. Parce que, vous savez, le pays, la République démocratique du Congo, on a énormément de ressources. Des ressources qui appellent à des investisseurs, à des gens venir investir dans ces pays. Et ces gens-là, comment ils sauront qu'on a du coltan? Comment ils sauront qu'il y a du cassette-térite? Je viens du Maniema. Comment ils sauront qu'il y a de l'eau, il y a autant de ressources, il y a de l'or, il y a des diamants. Il faut vendre cette image-là. Et il est très important parce que beaucoup de gens, beaucoup de nos opposants, des extrémistes, se sont acharnés à détruire l'image du pays, à montrer à l'étranger que rien n'allait au pays, que c'était le catastrophe. C'était important pour un gouvernement responsable de débourser et d'user des moyens formels pour un gouvernement. Qu'entendez-vous par moyens? Donc vous utilisez les mêmes armes que les opposants, c'est-à-dire l'opposant qui ne gouverne pas, vous empruntez un peu ces armes pour essayer de vous faire... C'est pas les armes, c'est l'image de la République, les images. Il y a des professionnels qui sont habilités, reconnus à promouvoir l'image du pays pour attirer les investisseurs. On peut certes dépenser 5-10 millions et pour en gagner 2 milliards en termes d'investissement. Non, ça dépend. En 5 ans, en 10 ans, on peut gagner, mais il faut travailler l'image du pays parce que des Congolais qui ont vendu l'âme, excusez-moi le terme, se sont engagés à détruire l'image du pays. C'est important de réhabiliter, de soigner l'image de la République à travers le monde pour attirer les investisseurs. Ces investisseurs-là permettront, par exemple, j'étais au village de Kunda, j'ai échangé avec un papa qui me disait qu'il y a beaucoup d'opportunités, notamment la terre, des gens qui doivent venir, mais pour qu'ils viennent,
Ils doivent avoir C'est l'information. faux. C'est comment ça qu'en 15 ans, la majorité n'a pas pu se rendre compte qu'il y avait autant Ne d'opportunités voyez au pays. pas la République en termes de majorité, opposition. Mais puisque vous étiez dans la voyez gestion, en termes c'est de la ça aussi. République, en termes du pays. Vous Ne réfléchissons avez pas. la gestion du pays, mais donc vous commençons- avez la mainmise sur tout ça, vous Madame- avez cette liberté. Madame- Et on se rend compte que 15 ans après, vous n'aviez pas réussi à prendre la mesure de ce qui devait être fait. Madame, en 15 ans, il y a quand même une certaine stabilité. En 15 ans, les Congo est réhabilité à l'international. En 15 ans, je peux brandir mon passeport congolais, on me Qui respecte. coûte 185 $, le passeport le plus cher. Ok, c'est bon, je vous le concède. Oh là là, madame, vous savez, comparaison n'est pas raison, madame, dit-on. Ne commençons pas à comparer des pays qui disposent autant d'imprimeries, d'autant d'offres. Parce que vous savez, quand il y a concurrence, il y a diminution aussi du coup. Voilà. Et c'est N'en le prends pas- contribuable Non. congolais qui doit prendre N'en toute cette prends pas. charge. Celui-là qui est sous-payé, Nous- qui n'est pas payé au taux Le du gouvernement, il travaille On se- sérieusement. Le gouvernement, il travaille sérieusement. Et nous ferons en sorte... qu'on puisse baisser le prix de passeport. mais non, Surtout ça, ce n'est qu'une carte, ce n'est qu'une carte d'identité. Mais ça, c'est Pourquoi en faire tout un plat? Pourquoi faire... c'est quoi la question, c'est- madame? Posez justement, votre question, je vais répondre. Posez-moi une question Je me dis, précise, je vais pourquoi répondre. je dis, C'est quoi la question? comment faire pour baisser le prix de notre passeport, par exemple? Mais bien sûr, si on avait des imprimeurs congolais en mesure de produire ces documents, bien sûr, et s'il y en avait plusieurs, ça pouvait baisser, ça baisse automatiquement le prix par concurrence. Vous savez, quand à l'époque on avait que Télécell, le communiqué coûtait excessivement cher parce qu'il n'y avait que Télécell à l'époque. Et puis quand Comcel est venu, ça a baissé. Et puis quand il y a eu pluralité d'offres, tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un GSM. C'est ça en fait la Donc prenez réalité. votre mal en patience, bientôt vous aurez un passeport moins coûteux. Ça ne vous coûtera pas les yeux de la tête. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Quand on aura beaucoup d'imprimeurs localement, naturellement, ça va baisser le prix. On va bientôt terminer avec cette émission. On parle de cette vague d'échéances au niveau des gouverneurs, surtout issus de la majorité présidentielle. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont devenus de brebis galeuses? Non, madame, comme je vous l'ai dit tantôt, nous préparons, la majorité, notre famille politique se prépare à aller aux élections. Et pour aller aux élections, il faut les gagner. Et pour les gagner, c'est avec les animateurs qui vont nous permettre, qui gèrent au quotidien, qui ont déjà un mandat. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas dans l'opposition, nous gérons. Donc nous devons avoir des gestionnaires irréprochables qui nous permettra, qui nous facilitera la tâche le jour du scrutin, le jour de l'élection. Donc nous sommes dans... Et ce n'était pas le cas avec Jean-Claude Kazembe, pas non plus le cas avec Célestin Bouillou, qui se sont caractérisés par ce qu'on qualifie de gabegie financière, mégestion. Vous savez, moi je suis au niveau national, je ne connais pas la question dans le moindre détail, mais je sais que c'est par le souci de servir certainement la population, dans le souci d'être à l'écoute des préoccupations de nos concitoyens, que le député de la majorité agit de la sorte. Agissent de la sorte. Tu sais que les gens ne comprennent pas. C'est que c'est vrai qu'on peut être accusé de mégestion, mais au final, il n'y a pas de poursuite judiciaire. On va le dire officiellement, Jean-Claude Kazembe, c'est la mégestion, c'est les Sambouilou, c'est la mégestion. Ils ont été déchus, mais la suite, c'est zéro. Ils exercent et ils vont continuer leur vie en homme libre alors qu'ils ont détourné. Madame, chacun doit faire son job. Ça, c'est peut-être le travail, ça c'est les termes peut-être de la motion de censure, mais je pense que c'est aux cours des tribunaux d'aller dans le moindre des détails, de prouver noir sur blanc qu'il s'agissait de la mégestion ou pas. S'il s'agit, je pense que le cours des tribunaux vont faire son travail. À chacun son job. Comme il compte le faire, s'agissant du cas Moïse Katumbi, dernier rebondissement, les prêtres dans un rapport le disent, Moïse doit rentrer libre dans son pays.
c'est pas, n'exagérons pas aussi, madame, c'est pas au Ils ont prêtre été de décider. mandatés par l'accord. L'accord les a mandatés à mener des enquêtes et ça a été fait. Non, non, madame, c'est pas l'accord qui les a mandatés. C'est le président de la République, par le souci d'avoir cette inclusivité au lendemain de la signature de l'accord de l'UEA, a vu qu'il fallait confier une nouvelle mission de bons offices aux évêques de la SENCO. Voilà, ils ont remis leur rapport et maintenant le chef de l'État transmet ses rapports aux institutions compétentes. S'il s'agit de l'Assemblée nationale, s'il s'agit des cours et tribunaux, et puis au moment venu, ils vont se prononcer. Mais arrêtons où des individus doivent déclarer, doivent amnistier des individus, même si... Pas l'amnistie, il dit que ce sont des faux procès, selon les... Des faux procès, madame, respectons quand même la justice, je suis républicain. Il y a la juge Ramazani, vous vous rappelez de... Il y a la juge Ramazani. Je n'accepterai pas qu'on injurie, qu'on maltraite, qu'on ne considère pas la justice d'un si grand pays, la République démocratique du Congo. La justice fait son travail. Il y a des procès en cours. Si c'est là qui s'estiment lésés, ils n'ont qu'à venir, au lieu de faire des déclarations à travers les médias, n'ont qu'à venir s'assumer devant les cours et tribunaux, présenter leurs moyens de défense et puis la justice tranchera. Voilà, moi je fais mon travail de politique, de nous préparer. Là, notre préoccupation, c'est de nous préparer à la victoire. Certes, après avoir tchatché le terrain, il est certain que nous allons gagner, mais nous voulons maintenant gagner avec un grand score qui nous permettra d'agir librement et à gérer. Que le 5 chantiers, la révolution de la modernité. Bien sûr, le souci c'est toujours de faire mieux. Donc 2006, le souci de faire bien 2011 et après c'est toujours faire mieux. L'homme c'est de la perfection. Hein. Il faut aller en perfection en perfection. Donc nous voudrons encore faire encore mieux et cette fois-ci, j'insiste, avec le concours de beaucoup de jeunes. Bientôt l'enrôlement va commencer parce que c'est une télévision qui est mise à Kinshasa. Bientôt à Kinshasa, les jeunes doivent s'enrôler massivement parce que le chef de l'État tient un renouvellement de la classe politique et ce renouvellement c'est par les élections. Donc j'invite aux jeunes de s'enrôler massivement, d'avoir leur carte d'électeur pour qu'au moment venu, ces jeunes-là votent pour leurs amis jeunes ou des candidats proches de la jeunesse. Merci à Adam Chaloué d'avoir été de notre ce soir. Merci Madame Odia. Prochain déplacement? Certainement, ce sera dans le Bas-Congo, parce que je viens du Maniema. Vous savez, c'est des extrémités. En 2011, nous avons obtenu 98,7 aux élections dans la province du Maniema. C'est votre bastion. Non, des extrémités. Et dans le Bas-Congo, nous avons perdu. Donc, nous avons été au Maniema, voir là où on a gagné. Si nous allons peut-être cette fois-ci faire 100%, parce qu'on a fait 98,7. Et maintenant, comment nous pouvons augmenter notre cote dans le Bas-Congo. C'est pourquoi nous disons que nous sommes réellement sur le terrain et nous voulons réellement aller aux élections. Pas par des déclarations, mais par de faits. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. On a reçu pour vous Adam Chaloué, coordonnateur de la jeunesse de la majorité présidentielle. Madame, Messieurs, très heureuse d'avoir été avec vous ce soir. Rediffusion de cette émission, c'est déjà ce lundi sur Congo Web. Et bien entendu, nous dédions cette émission à celle qui a partagé nos jours et nos soirées à la rédaction de Congo Web. Nous pensons à toi, Alpha Moukadi, qui nous a quittés, repose en paix. Nous pensons à ta petite fille, Michaela. Nous pensons également à ton mari. On est de cœur avec toute la famille Moukadi, toute la famille Minkoto. Cette émission, je vous la dédie. Merci en tout cas, chers téléspectateurs, d'avoir été de nôtres. On se dit au revoir. On se retrouve prochainement dans un autre numéro et certainement avec un autre invité. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.